Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au Bulletin Nouvelles Max Info du 8 mai 2015. En manchette cette semaine, de nouveaux médecins pour l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, la route du tricot graffiti, deuxième tournée dans le cadre de la présentation de la charte sur les paysages de la Gaspésie, le collectif Refusons l'austérité souligne la journée du 1er mai et l'introduction du dindon sauvage en Gaspésie inquiète le Conseil régional de l'environnement. Bonne émission. L'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts a réussi une véritable opération séduction auprès de nouveaux médecins. En effet, dès juillet prochain, le centre hospitalier aura presque atteint sa pleine capacité avec 21 médecins sur une possibilité de 22. L'opération Charme auprès des nouveaux médecins a été menée par le C3S de la Haute-Gaspésie, conjointement avec la MRC et les municipalités. La maire de Sainte-Anne-des-Monts, Mme Micheline Pelletier, a d'ailleurs organisé une petite cérémonie pour remercier les médecins d'avoir choisi de pratiquer au centre hospitalier de la MRC de la Haute-Gaspésie. Nous avons rencontré Mme Pelletier afin de connaître les démarches qui ont permis d'attirer des nouveaux médecins en région. Nous sommes en compagnie de Mme Pelletier, qui est maire de Sainte-Anne-des-Monts. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Vous avez eu une très belle annonce, en fait, une très belle nouvelle pour le réseau de la santé, là, pour notre MRC. Vous avez pratiquement triplé le nombre de médecins à l'hôpital. Oui, c'est ça. En réalité, quand je suis arrivée à la mairie il y a 9 ans, il restait 7 médecins de médecine générale et on avait fermé l'obstétrique. Devant cet état de fait-là, avec le préfet de la MRC, tous les villages de la MRC et le C3S. On s'est dit, si on se mettait ensemble pour essayer de trouver des solutions, et la solution, ça a été une approche de recrutement, puis d'attractivité et de rétention, OK? Alors, là, on est en mesure de dire qu'on a vraiment réussi le coup, parce que maintenant, à partir du mois de juillet, on va avoir 21 médecins sur un potentiel de 22, plus 12 spécialistes. Alors, ce qu'on a voulu souligner, c'est le fait que ces gens-là nous ont choisis, parce qu'on le sait, on s'arrache les médecins au Québec. Ils sont venus chez nous, ils se sont installés, ils sont devenus citoyens. Ce qu'on voulait, c'est en leur remettant des produits de spécialité de Sainte-Anne-des-Monts et de la Haute-Gaspésie, ce qu'on voulait leur faire la preuve que non seulement on avait un paysage, qu'on avait aussi une grande offre de culture, loisirs et sport, mais qu'on avait aussi des produits de spécialité qui faisaient un milieu de vie très attractif. Et ils nous l'ont dit que c'était vrai et que c'était pour ça qu'ils étaient là. Alors, ce qu'on a voulu, c'est comme cristalliser l'idée qu'en venant chez nous, ils s'en venaient dans un pays qui méritait, où on méritait de vivre, que c'était bon de vivre chez nous, puis qu'ils nous apportaient beaucoup de choses. Alors, on a dit que vos racines se mêlent à nos racines pour faire une communauté de rêve dynamique où la qualité de la vie est exceptionnelle. C'est ça, comme vous disiez, là, toutes les régions s'arrachent les médecins. Comment vous avez réussi ce tour de force-là? Beaucoup, beaucoup de recrutement, beaucoup de volonté. Rappelez-vous, il y a 9 ans, lorsqu'on a voulu ouvrir l'obstétrique, la ville de Sainte-Anne-des-Monts a fait signer 4000 citoyens. On a envoyé des lettres au ministre Bolduc à l'époque. On avait la volonté de changer les choses. Ça prend une volonté. Après ça, il faut mettre du monde. Alors, le C3S et la MRC ont travaillé à un comité de recrutement. Et là, on a recruté. On a fait de la séduction. Mais quand tu séduis, là, faut que tu livres la marchandise. Et nous autres, à Sainte-Anne-des-Monts, on est particulièrement choyés au niveau de l'offre loisirs, culture et sport et des produits de spécialité. Ça a fait un tout. Et ces gens-là, maintenant, nous disent qu'ils adorent vivre ici. Bien, je vous félicite et je vous remercie beaucoup d'avoir collaboré et d'avoir réussi ce tour de force. Il faut souligner aussi qu'il est très important que l'équipe de l'hôpital a été une équipe accueillante pour que ces gens-là s'intègrent de la bonne façon. Puis que c'est un dossier MRC. Puis que ça sert tous les citoyens de la Haute-Gaspésie. Avoir des services de santé, c'est des services de proximité, c'est des services de base. Alors, on est tous gagnants dans la MRC d'avoir un pareil ratio de médecins. Bien, merci beaucoup, Mme Pelletier. Ça fait plaisir. Pour souligner le 100e anniversaire des Cercles de fermières du Québec, les 25 fédérations ont mis en place la route du tricot graffiti. En région, des œuvres sont déjà visibles à l'église de Mont-Saint-Pierre et à Sainte-Anne-des-Monts. Les Cercles des fermières du Québec fêtent leur 100e anniversaire et leur fédération affirme qu'ils sont plus présents que jamais.
Ils le seront encore plus avec la route du tricot graffiti qui a été mise en place par les quelques 648 cercles des fermières du Québec afin de souligner les 100 ans d'histoire de ce mouvement. Les cercles des fermières ont tricoté maille par maille un carré, une fleur, une bande pour orner leur municipalité de ce que l'on appelle le tricot graffiti, également appelé art urbain. De nombreuses œuvres seront présentes dans plus de 400 municipalités du Québec. Les cercles des fermières soulignent qu'il y en aura pour tous les goûts, bornes fontaines, arbres, bancs, colonnes, poteaux et même avions. L'église de Mont-Saint-Pierre orne, depuis le début du mois de mai, les couleurs de ces tricots graffitis. Les membres du Cercle des fermières de Mont-Saint-Pierre n'ont pas hésité à afficher leur création et donner une touche originale à l'église de la municipalité. D'autres tricots graffitis sont également visibles à Sainte-Anne-des-Monts. Le Cercle des fermières de Mont-Louis emboîteront également le pas et installeront de nombreux tricots un peu partout dans la municipalité. Le 6 mai dernier, le ministère de la Culture et des Communications était de passage à Sainte-Anne-des-Monts dans le cadre d'une tournée des MRC de la Gaspésie relativement à la Charte des paysages. Une vingtaine de personnes parmi lesquelles figuraient des élus municipaux, des citoyens, des artistes, des représentants d'organismes touristiques et des membres de comités de développement économique ont assisté à la rencontre. La soirée a notamment permis de présenter les travaux qui ont été réalisés au cours des 3 dernières années et qui ont mené à l'élaboration de la Charte des paysages, ainsi que le rôle du ministère de la Culture et des Communications au niveau de la protection des paysages gaspésiens. Nous sommes en compagnie de Mme Gabrielle Paquette, qui est conseillère en développement culturel à la direction régionale au niveau du ministère de la Culture et des Communications. Bonjour, Mme Paquette. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ce soir, c'était en fait votre deuxième visite dans la MRC dans le cadre de la tournée là, relativement à la Charte des paysages. D'abord, j'aimerais vous demander comment est née l'idée, cette initiative de mettre en place une charte des paysages? Bien, la charte des paysages vient en fait de l'initiative de la Conférence régionale des élus Gaspésie de la Madeleine en 2012. En 2012, il y a eu un grand chantier pour mettre en place la charte des paysages. Le ministère était partenaire de cette élaboration-là. On est signataire de la charte. Et suite à ça, on a décidé avec la Conférence régionale des élus de signer une entente pour mettre en place des différentes actions au niveau du paysage. Donc, cette deuxième tournée-là vient faire suite à cette entente-là qui nous disait, bien, retournons sur le territoire pour voir les gens en sont où par rapport au projet sur le paysage et par rapport à leur appropriation dans chacun des territoires. Pourquoi c'est important pour la Gaspésie de se doter d'une charte des paysages? On n'entendait pas parler de cette notion-là avant. C'est quand même récent. Pourquoi c'est important pour notre région? Bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'une des choses qui caractérisait le territoire de la Gaspésie de la Madeleine, c'était, 1, le tourisme, puis 2, les paysages extraordinaires dans lesquels on vit jour après jour. Puis, même s'il n'y avait pas de document ou de consensus régional, tout le monde en parlait dans différents secteurs. Puis il y avait aussi des enjeux au niveau du développement économique qui s'intègrent aussi dans le paysage. Donc, à partir de ça, on s'est dit, bien, pourquoi on ne ferait pas toute une démarche de consensus ou de priorisation au niveau de la région de tous les acteurs, autant les citoyens, les élus que les ministères et organismes. Donc, ça part de là. Justement, la charte, c'est comme, en fait, c'est une entente cadre qui doit être signée par des partenaires. Comment est reçue cette charte-là au niveau de la population, au niveau des municipalités, des organismes et également au niveau des ministères du gouvernement, des ministères avec lesquels vous travaillez? Bien, c'est reçu de manière très positive. Il y a beaucoup de signataires. Il y en a 55 à date. Plus de la moitié des municipalités de la région ont signé. À peu près tous les ministères régionaux ont signé. Beaucoup d'organismes aussi. Puis c'est pas un outil qui réglemente la manière dont on travaille, mais c'est plutôt un outil de consensus puis d'engagement pour dire, ben voilà, ça, c'est une priorité pour nous, comment on peut le travailler ensemble. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis les 2 dernières années, il y a eu un certain relâchement au niveau de tout ça, mais l'intérêt pour le paysage, c'est pas démenti. Donc, c'est pour ça qu'on relance les travaux autour de la charte pour dire, bon, ben là, voici des actions concrètes qu'on voudrait faire et c'est quoi sur votre territoire qui est important pour qu'on puisse vous accompagner. Justement, au niveau des actions concrètes, quel type de projet, qu'est-ce qui pourrait naître en marge de la charte? Bien, il y a entre autres une politique d'harmonisation de l'affichage parce que la route 132 demeure une emblème au niveau de la Gaspésie. Les gens l'empruntent, autant les citoyens que les touristes. Donc, une politique d'harmonisation pour faire en sorte que l'affichage, autant commercial que des entrées de village, puis tout ça soit harmonisé pour qu'on ait, dans le fond, une signature, si on veut, vous êtes en Gaspésie et vous faites le tour de la Gaspésie. Ça, c'est un des chantiers sur lesquels on travaille présentement. Puis, il y a tous les petits projets aussi des communautés ou les gros projets comme le
géoparc, la route des Belvédères. C'est des projets qui sont concrets, qui sont dans l'air, qui sont en train de s'élaborer. Donc, c'est des projets qu'on accompagne puis qu'on suit avec intérêt. Comme nous disions, c'était votre deuxième visite. Êtes-vous satisfaite de la rencontre de ce soir? Tout à fait. En fait, toutes les rencontres qu'on a faites sur le territoire depuis 2-3 semaines culminent ici. C'est notre dernière rencontre sur le territoire. On est content de la participation, on est content de l'intérêt, on est content aussi de la diversité des gens qui viennent autour de la table. On a des citoyens, on a des élus, on a des gens qui se sentent concernés par le paysage, pas nécessairement parce qu'ils travaillent comme des élus, mais parce qu'ils vivent dedans. Donc, ça permet des échanges très, très, très agréables, très importants aussi pour nous, pour voir comment on peut accompagner les communautés. En terminant, quelles vont être les suites de ces rencontres? Les suites des rencontres, on va faire un inventaire de ces projets-là. On va essayer de faire en sorte de mettre en lien les gens qui travaillent sur les divers projets paysages en Gaspésie pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir aussi développer des outils pour des bonnes pratiques, puis voir un peu où on peut mener ces projets-là pour que le paysage demeure au centre des préoccupations de tous et chacun. Bien, on vous remercie beaucoup, Mme Paquette. On va suivre le dossier de près et on est content que vous êtes venu nous rendre visite dans notre belle MRC. Merci d'avoir été là. Le collectif Refusons l'austérité Gaspésie-les-Îles a tenu à souligner la fête des travailleurs et des travailleuses du 1er mai en organisant plusieurs manifestations en région. Pour la MRC de la Haute-Gaspésie, le collectif avait invité la population ainsi que des représentants du monde syndical et communautaire à une journée de manifestation qui se déroulait à Sainte-Anne-des-Monts. Télésoleil était sur place. Le 1er mai, Journée internationale des travailleurs et travailleuses, a été marquée par de nombreuses manifestations partout au Québec. Les récentes mesures de rigueur budgétaire mises en place par le gouvernement du Québec ont encouragé des milliers de personnes à descendre dans la rue lors de cette journée. Le collectif Refusons l'austérité Gaspésie-les-Îles a organisé plusieurs actions un peu partout en région. À Sainte-Anne-des-Monts, le collectif avait notamment organisé un grand rassemblement, en plus de ralentir la circulation sur la route 132 durant une partie de la matinée. Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel et ont participé à cette journée de manifestation. Jacques Mimeau, représentant du monde syndical mais également membre du collectif Refusons l'austérité Gaspésie-les-Îles, explique le message que le mouvement souhaitait envoyer au gouvernement. Aujourd'hui, vous avez lancé une vaste opération dans le cadre du 1er mai, la fête des travailleurs et travailleuses. Quel est le message que vous souhaitiez envoyer? Bien, concernant l'organisation, le message qu'on va envoyer, c'est que nous, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, on refuse l'austérité et on exige du gouvernement l'ouverture du dialogue avec la société civile et les organisations syndicales pour l'ensemble de l'œuvre présentement, ce qui se passe au Québec. Donc, c'est ce qu'on demande. Quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis l'automne, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement écoute la société civile? Le gouvernement n'écoute pas la société civile. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on a des activités. À Sainte-Anne-des-Monts, à Carleton, on a un arrêt, ralentissement de la circulation, comme ici. On a aussi à Gaspé des manifestations. Et partout dans les villes de la Gaspésie, il va y avoir des manifestations ponctuelles sur l'heure du midi, des marches funèbres. Alors, je pense que le message est clair. Nous sommes mobilisés. À la table, refusons l'austérité. Il y a les organisations syndicales, le Rock Gym, les organismes communautaires. Touche pas à ma région qui est là. Les groupes de femmes sont présents. Et présentement, bien, on est en train d'inviter les élus. On demande aux élus de se joindre à nous pour former une nouvelle table. Elle aura n'importe quel nom, mais ce qui est important, c'est que nous, aujourd'hui, le message, c'est qu'on a réussi à mobiliser les gens. On a réussi à mobiliser des leaders. Je pense à Frédéric Deroy, qui est un leader extraordinaire, qui a beaucoup d'avenir en politique, ce gars-là. Puis on a besoin de ces gens-là, ces militants émergents-là, pour relancer la Gaspésie et dire non à l'austérité à M. Couillard. Tout ça a commencé l'automne dernier. Le gouvernement devait compter sur le fait que le mouvement s'essoufflerait. Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement Refusons l'austérité est en train de s'essouffler ou gagne justement en force? Ah, ça, je l'aime, cette question-là, dans le sens qu'au mois de janvier, en Gaspésie, on avait fait une manifestation à Chandler. On était 200. Aujourd'hui, là, je pourrais dire qu'on est au moins 1500 à 2000 sur l'ensemble du territoire qui va manifester. Alors, on a plus que doublé la mise, là. Donc, le mouvement grandit et on n'a pas terminé. On est en début de mandat, la deuxième année du mandat, et c'est pas terminé. Le gouvernement va nous rendre la vie difficile, mais nous, on est là. Puis aujourd'hui, dans le Bas-Saint-Laurent, ça bloque. Ça Côte-Nord, en Abitibi, dans l'Outaouais, à Montréal, ça doit être extraordinaire aujourd'hui. À Québec, la quantité de monde qu'il doit y avoir là. Mais pour nous, en Gaspésie, là, c'est clair qu'on est mobilisés et on est représentatif, là. Les manifestants ont profité de cette opération de ralentissement pour sensibiliser les automobilistes aux impacts que les mesures d'austérité du gouvernement ont sur la région.
Plusieurs automobilistes ont d'ailleurs souligné leur appui à cette mobilisation. Un porte-parole du collectif Refusons l'austérité Gaspésie-les-Îles s'est dit très satisfait de la participation de la population. Nous sommes accompagnés de Frédéric Deroy, qui est membre de la coalition Touche pas à ma région Gaspésie-les-Îles. Et vous avez organisé, vous avez co-organisé cette journée. Êtes-vous satisfait de la participation des gens? Oui, je suis très content. C'est toujours, on se demande toujours quand on organise une manifestation si ça va lever ou s'il va y avoir du monde. On n'est pas loin d'une centaine aujourd'hui, qui représente quand même des dizaines de milliers de personnes de par les syndicats, les organismes communautaires, mouvements citoyens. Donc vraiment, je suis content, puis ça se passe très bien. Donc voilà, satisfait. Même la météo est de notre bord aujourd'hui, donc ça pèse dans la balance. Dame Nature doit être contre l'austérité pour vous donner une journée comme ça. La coalition Touche pas à ma région Gaspésie-les-Îles a été très active depuis l'automne dernier. Est-ce que vous allez avoir d'autres actions au-delà du 1er mai? Oui, bien c'est certain. Touche pas à ma région, on faisait partie du collectif Refusons l'austérité pour l'organisation du 1er mai. Mais par en dessous, nous, on continue d'informer les gens. Il y a eu des cafés solidarité qui se sont déroulés du côté sud dernièrement pour aussi commencer à trouver des solutions, là. On voit bien que le gouvernement ne reculera pas. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos actions? Donc, on commence à regarder avec les citoyens là, les pistes de solutions pour reprendre notre région en main. Et plus on va trouver des solutions qui sont propres à nous, plus ces solutions-là ne pourront pas être enlevées par le gouvernement. Donc, il faut de plus en plus être autonome et trouver nos propres solutions. Donc, Touche pas à ma région est dans ce mode-là, mode solution. Puis, on continue de travailler aussi pour la création d'une nouvelle instance régionale. Ça avance un petit pas. C'est sûr que le gouvernement joue un peu contre nous parce qu'il n'arrête pas de dire aux préfets que c'est eux les nouveaux patrons et que l'instance régionale ne sera pas reconnue. Mais il faut quand même que la région se parle et trouve des avenues, qu'on développe la Gaspésie dans une vision d'ensemble pour que tout le monde gagne avec ce développement-là. Oui. Est-ce que les préfets sont dans un mode de concertation régionale? Est-ce qu'ils sont ouverts à ces propositions-là? Ils se disent ouverts, mais c'est sûr que là, ils sont dans mode fermeture officielle de la CRE. C'est pour ça qu'il faut continuer de travailler fort, nous autres, avec les organismes de la société civile, pour mettre de la pression, une pression positive, mais dire on est là, on veut ça. Les organismes de la société civile, avec notre aide, sont en train de s'organiser pour parler avec les préfets, essayer d'obtenir des rencontres, de s'organiser. Donc, petit train va loin, on travaille fort puis on lâche pas le morceau. En plus de la population et des représentants du monde syndical et communautaire, des élus ont également participé à cette journée. Philippe Toon, député fédéral de la circonscription Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a tenu à être présent afin de souligner son appui aux travailleurs et travailleuses de la région. Vous avez profité du beau soleil pour venir voir la manifestation. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Bien, premièrement, on se rappelle, c'est la journée internationale du travailleur. Alors, je pense que c'est important, premièrement, de le célébrer. Puis les gens ici, les travailleurs de la région, surtout, on est des travailleurs saisonniers, on a un manque d'emploi, on a un manque d'appui du gouvernement fédéral, avec surtout l'assurance-emploi, mais aussi l'absence d'investissement. Alors, moi, je vois quand on voit l'austérité qu'on est en train de subir au niveau provincial, c'est comme s'ils sont un petit peu modelés sur l'austérité fédérale. On l'a vu depuis l'élection de M. Harper, qu'on a beaucoup de difficultés, non seulement dans notre région, mais toutes les régions au Canada souffrent sous le régime Harper. Et je fais les parallèles, moi, entre la région ici et les autres régions. On a besoin d'investissement. Il faut que les gens comprennent. On est prêt à travailler. On est prêt à mettre de l'avant un plan d'action pour que la région puisse bénéficier, puisse croître. Mais on a besoin de l'appui du gouvernement. Puis malheureusement, les deux gouvernements, autant fédéral que provincial, sont sans tête à être austères, mais sans objectif. Alors franchement, j'aimerais voir un plan de long terme, une stratégie qui nous amène au prochain niveau, au lieu de toujours nous dire, on s'abaisse. Moi, je suis ici pour monter les gens, pour démontrer que mon appui est là, puis qu'ensemble, on peut avoir une région qui est vraiment en pleine croissance, une région sur laquelle on est déjà fiers, mais on sera plus fiers encore. C'est certain que c'est important de ne jamais lâcher la pression. On l'a vu avec la bataille contre la réforme de l'assurance-emploi, que quand les gens se mettent ensemble, le gouvernement recule. Alors, je veux qu'on le voit encore. On l'a vu avec le printemps d'érable, que ça a un impact. Mais là, les gens de la Gaspésie sont très solidaires en règle générale. Puis aujourd'hui,
ça ne fait pas abstraction. Encore une fois, on voit les gens, ils ont sorti, ils comprennent que les enjeux sont très importants. On veut vraiment avoir une région qui est bénéfique pour nos enfants, puis on veut que notre Gaspésie soit riche et une région sur laquelle on peut se fier que nos enfants vont avoir une belle vie. On veut que les gens reviennent dans la région, on ne veut pas les perdre. On a parfois l'impression que le gouvernement, notre gouvernement du Québec, a de la misère à comprendre la Gaspésie, n'en tient pas nécessairement compte dans ses décisions. Est-ce que vous êtes capable, vous, à Ottawa, dans le Canada, de faire reconnaître la Gaspésie, les réalités gaspésiennes? C'est absolument le cas qu'il faut que les défenseurs de la région se prononcent et se prononcent fort parce qu'on est éloigné. On est une région éloignée et c'est certain que les gros centres ne pensent pas à nous autres. Mais on l'a vu quand M. Filion à Québec a décidé d'abaisser la région, il y a eu une crie très forte de la région. Les gens étaient prêts à se battre. C'est ça que ça va prendre. Alors que des gens se mettent ensemble, créer des coalitions, avoir des mouvements qui se rendent aux capitales, comme on a fait en automne passé, quand des milliers de Québécois et des milliers de Gaspésiens et de Madelinots se sont rendus à Québec pour se battre contre l'austérité. On se rappelle il y a 2 ans, quand il y a eu un caravane de représentants de la région qui sont rendus à Ottawa pour se battre contre la réforme de l'assurance-emploi. C'était très important, puis il ne faut pas lâcher. Il faut toujours avoir la pression, mais la seule façon qu'on peut mettre de la pression dans les gros centres, c'est s'assurer que les gens ici sont prêts à les défendre. On a besoin de la base ici pour appuyer les représentants ailleurs. Alors, je suis ici pour faire preuve que je suis prêt à me battre pour la région, je me bats pour la région, mais la seule façon qu'on peut le faire, c'est si je représente les gens de la région. Il faut que les gens s'expriment et une journée comme aujourd'hui, une belle journée en passant, c'est une excellente opportunité pour faire preuve que les gens appuient les mesures pour mettre fin à ce fameux programme d'austérité, puis autant fédéral que provincial. Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie est également venu à la rencontre des manifestants. Il a profité de l'occasion pour rappeler que les décisions du gouvernement avaient entraîné de lourdes conséquences pour les outils de développement de la MRC et de la région. Nous sommes en compagnie d'Alain Cormier. Alain, vous avez beaucoup de monde en avant de la MRC aujourd'hui. Les gens sont venus dénoncer l'austérité. L'austérité doit avoir de lourds impacts quand même dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Bon, ce matin, on est devant les bureaux de la MRC du CLD de la Haute-Gaspésie. On se rappelle que l'année dernière, notre CLD a subi des coupures de 420 000 $, des coupures qui ont fait extrêmement mal, qui nous ont forcé à revoir nos budgets. Il y a des gens qui ont dû accepter d'avoir des heures de travail diminuées, moins d'argent pour l'aide au développement économique, moins d'argent au niveau du fonctionnement. Donc, c'est certain que des coupures de 420 000 $ sur un budget de 700 000 $, ça fait extrêmement mal. Alors, ce matin, c'est ça, je suis venu rencontrer les gens qui manifestent. Moi, j'ai toujours dit qu'au niveau politique, mon parti, c'est celui de la MRC de la Haute-Gaspésie, un beau drapeau bleu et blanc. Alors, je suis toujours fier de défendre les couleurs de la MRC de la Haute-Gaspésie partout, au niveau municipal, au niveau régional, fédéral, provincial. Toujours prêt à défendre la MRC de la Haute-Gaspésie dans tous les dossiers. Et la Haute-Gaspésie est tatouée sur le cœur et ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de mon mandat et les autres à venir. En plus de l'opération de ralentissement de la circulation, le collectif Refusons l'austérité avait organisé une marche funèbre dans les rues de Sainte-Anne-des-Monts. Plusieurs personnes se sont ajoutées aux manifestants déjà présents et ont participé à cette marche symbolique. Fondé à l'automne 2014, le collectif Refusons l'austérité Gaspésie-les-Îles est une organisation populaire qui a pour but de faire la lutte aux politiques d'austérité du gouvernement du Québec. Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se dit inquiet de l'éventuelle introduction du dindon sauvage en région. L'organisme demande au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs de suivre la recommandation issue de la consultation qu'il a lui-même demandée et de ne pas procéder à l'introduction de cette nouvelle espèce dans les écosystèmes gaspésiens qui sont déjà fragiles. Nous sommes en compagnie de Mme Caroline Duchesne, qui est directrice générale au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, Mme Duchesne. Bonjour. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, a récemment consulté la table régionale faune relativement au plan de gestion du dindon sauvage, le plan de gestion là, pour 2016-2013. Quel était l'objectif de la démarche du ministre Lessard lorsqu'il a décidé de consulter la table?
Bien, la démarche, en fait, c'est que les tables régionales faune sont une création du ministère et servent de comité aviseur ou d'un comité qui émet ses recommandations au ministre. Donc, la table régionale faune s'est réunie dernièrement et a regardé la proposition du plan d'introduction du dindon sauvage. Puis, en bout de ligne, ben, on comprend que ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que la table s'est prononcée contre l'introduction du dindon sauvage en Gaspésie. Pourquoi que la table s'est prononcée contre? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que vous évaluez que les risques sont beaucoup trop grands? Oui, ben les risques sont quand même assez grands. Je dirais que tout biologiste ou écologiste, quelqu'un qui a un minimum de connaissances en écologie, vous dira que c'est pas sans risque. Est-ce que les risques au niveau du dindon sauvage sont élevés? Est-ce qu'ils sont peu élevés? À notre connaissance, la question n'a pas été étudiée. Donc, c'est un principe de précaution qu'on suggère. Quand on ne connaît pas les conséquences, ben on s'abstient, là. Est-ce que vous avez été en contact avec d'autres tables régionales ou d'autres groupes au niveau de l'environnement ou de la faune dans d'autres régions du Québec où le dindon sauvage est beaucoup plus présent? Non, je vous dirais que non, on n'a pas eu de contact, mais je sais, à ma connaissance, là, je pourrais pas vous nommer quelle région, mais je sais qu'il y a d'autres régions également qui se sont positionnées contre, là. Dans le communiqué que vous avez émis là, au mois d'avril, à la fin avril, vous sembliez émettre quelques inquiétudes par rapport là, à la position que le ministre pourrait prendre face à vos recommandations. Qu'est-ce qui a soulevé ces inquiétudes-là? Bien, en fait, le 7 avril, la table régionale faune s'est réunie, s'est positionnée contre l'introduction du dindon sauvage. Puis quand je dirais que la table faune, c'était pas unanime. Seule la Fédération des chasseurs et des pêcheurs de la Gaspésie se sont positionnés pour. Mais tous les autres, les autres intervenants se sont positionnés contre. Donc, ce qui est parvenu au ministre, c'est la position qui était contre l'introduction. À partir de ce moment-là, la Fédération des chasseurs et des pêcheurs ont fait quelques jours après cette rencontre-là leur congrès annuel au national. Et M. Laurent Lessard s'y est rendu et a publiquement annoncé que c'est probablement une bonne idée et que ça irait probablement de l'avant d'introduire le dindon en Gaspésie. Ce qui a soulevé un peu notre « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? » Pourtant, la table n'a pas fait cette recommandation-là. Ce qu'on suppose, c'est que probablement que le délai entre le temps que la position régionale se rende au ministre, mais celui n'a pas eu le temps de la regarder avant de se prononcer au Congrès. C'est une supposition là, qu'on vous dit, mais c'est probablement ce qui s'est passé, là. Donc, vous croyez quand même que le message a été entendu là, de la part du ministre ou tout au moins de la part de son bureau? On l'espère beaucoup, parce que c'est pas sans risque, puis ça peut avoir des conséquences assez percutantes, comme ça peut avoir des conséquences un peu moindres, mais ça, on le sait pas. On espère que le ministre a bien compris le message, que s'il veut aller de l'avant, il y aura certainement des questions à répondre avant, là. Mais je pense qu'on laisse on laisse le loisir au ministre de se prononcer par la suite en supposant qu'il n'avait pas vu notre recommandation, là. Quels seraient les avantages d'intégrer le dindon sauvage en région ici? Bien, je vous dirais que c'est quand même un gros avantage dans le sens où l'économie régionale apportée par la chasse est quand même assez importante dans notre région. Ça a une valeur économique. Par contre, si on regarde du côté environnemental, développement durable, ben c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que si, à l'inverse, le dindon sauvage amène d'autres problématiques, soit sur le cheptel déjà existant disponible pour la chasse, ou en agriculture, ou dans d'autres milieux, ben à ce moment-là, on peut regretter d'avoir introduit une espèce qui va avoir pris la place possiblement d'une autre espèce. Supposons par exemple qu'on prend le dindon sauvage, qui s'adapte facilement, qui
qui se reproduit. Mais celui-ci occupe une niche écologique à quelque part dans l'écosystème, là. Est-ce qu'il occupe la même niche écologique que la perdrix, par exemple? Je vous donne un exemple, là, je connais pas la réponse, là. Est-ce qu'il occupe la même niche écologique? Est-ce que ça va faire fuir nos perdrix? Est-ce que on introduit quelque chose aux dépens de d'autres choses qui est déjà populaire aussi? Fait que puis là, je parle de niche écologique, mais ça peut être aussi que ce soit au niveau de l'alimentation, les aires de nidification. Est-ce que ça détruit des cultures quand ils sont en nombre? S'ils sont pas très chassés, est-ce que ça peut devenir un fléau? Il y a plein de questions qui n'ont pas de réponse. Est-ce que ça va être possible pour la table régionale faune de justement aller chercher de l'information pour avoir un portrait plus précis de ce que pourrait représenter une introduction future? Mais la table régionale faune répond particulièrement aux demandes du ministre. Donc, si le ministre décide que c'est peut-être pas une bonne idée, que c'est peut-être une bonne idée, pardon, mais qu'il voudrait faire quelque chose, des études avant, c'est sûr que la table régionale faune, c'est des organismes qui n'ont pas nécessairement les budgets pour le faire. On est plus là pour donner des avis et non des commandes terrain pratico-pratiques où c'est pas tout à fait le mandat de la table régionale faune. Donc, le ministre pourrait, avec ses ressources, des ressources au sein de son propre ministère, faire une étude. Demander des études, effectivement. Puisqu'il n'y avait pas encore d'études qui avaient été faites à ce niveau-là, de toute façon. C'est ça. Puis quand on connaît les principes du développement durable, il y en a 17. Ben, dans les principes du développement durable, on a un principe qui s'appelle celui de précaution, le principe de précaution, qui dit que quand on n'a pas l'expertise nécessaire ou qu'on n'a pas l'information nécessaire pour faire quelque chose, bon, on est mieux de s'abstenir quand on ne connaît pas les conséquences. Fait que c'est un peu ça qu'on dit au ministre. Ben, on a adopté une loi sur le développement durable. Il faudrait peut-être s'en servir au moment opportun. Puis là, ben, ce serait la belle occasion de s'en servir. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Duchesne. Bien, parfait. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G01T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.